Mesdames et messieurs, bonjour. Le Fonds monétaire international révèle une excellente performance et un fort taux de croissance économique au Bénin qui passe de 6,5 à 6,7%. Une performance qui hisse le Bénin au premier rang dans la zone UEMOA et quatrième économie la plus dynamique en Afrique. Quels sont les indicateurs de cette croissance? Le panier de la ménagère la ressent-elle? Le sujet est d'actualité et va nous occuper autant en décryptage avec les confrères qu'en dossier de la semaine avec un économiste. Restez donc câblés pour suivre cette émission Week-Echo que nous démarrons par la présentation du mini-journal signé Estelle Espérance Aurore Pazon. Bonjour à tous et bienvenue dans le mini-journal. C'est une bonne nouvelle pour les personnes admises à faire valoir leur droit à la retraite. Elles n'ont plus à fournir trop d'efforts pour obtenir leur livret de pension. C'est une réforme du gouvernement qui entend désormais offrir à ses agents, en fin de leur carrière de fonctionnaire, une retraite apaisée. Samson Thiaumont et Nadège Sani pour plus de détails. Après 30 ans de loyaux services rendus à la nation, voire plus, les agents de l'État admis à la retraite ne devraient plus éprouver autant de difficultés à obtenir le livret de pension. Depuis peu, des réformes ont été introduites pour réduire les tracasseries des retraités. Au départ, l'agent de l'État est appelé à produire 31 pièces. Aujourd'hui, quand toutes les réformes seront faites, l'agent de l'État pourra, avec 10 pièces, entrer en possession de son carnet de pension. Une simplification de la procédure vitale pour le pensionné. Plus de 21 pièces retirées du processus pouvant aboutir à l'obtention du carnet de retraite. La réforme tourne autour de 3 axes: dématérialisation, pension et numérisation. Le troisième groupe, baptisé numérisation, a permis de numériser tous les actes de carrière, de telle sorte que toutes les pièces qu'on demandait naguère aux fonctionnaires de les produire à l'administration, c'est l'administration elle-même qui s'est chargée de produire ces pièces de telle sorte que le traitement des dossiers a été plus aisé et plus diligent. La phase pilote de ce projet a permis à 209 retraités de bénéficier de leur livret le jour même de la fin de leur carrière. Et pour que cette réforme soit effective pour tous, le processus devrait être enclenché quelques mois avant le départ à la retraite. 1 an avant la date d'admission à la retraite, le processus est mis en branle. Et 6 mois avant la date prévisible pour le départ à la retraite, le dossier est envoyé dans le circuit du ministère des Finances pour que la direction des pensions et des rentes viagères puisse concevoir le carnet de pension pour permettre à l'agent de bénéficier et d'obtenir ce carnet le dernier mois, et il part à la retraite avec ce carnet et à la fin de ce mois, le salaire devient pour lui pension. La réforme, telle que pensée par le gouvernement, prend en compte la délivrance à bonne date et la régularisation des dossiers des années antérieures. Au 1er juillet 2019, 230 autres pensionnés devraient être admis à la retraite en possession de leur livret. Le comité envisage également de relancer les différents directeurs de l'administration et des finances pour mettre à jour les dossiers incomplets antérieurs à la réforme.
Améliorer les performances du système de la recherche au Bénin, c'est l'objectif des journées scientifiques organisées par le CBRSI, le Centre béninois de la recherche scientifique et de l'innovation. Cette initiative de 3 jours a été marquée par des conférences, débats et des expositions. Malgré l'insuffisance des ressources, les chercheurs béninois arrivent à obtenir de bons résultats. Reportage Igor Ayosso, Amandine Anyamboussou. Le Bénin, comme beaucoup de pays africains, est confronté à d'énormes problèmes. Des problèmes auxquels la recherche scientifique et l'innovation devraient apporter des solutions. La recherche est un domaine des sciences qu'il faut dynamiser. C'est un domaine qui nous permet de faire ressortir ce qui n'est pas su par le commun des mortels. Pour améliorer les conditions de vie des Béninois, une place importante doit être accordée à la recherche scientifique en tant que vecteur de développement. Toute nation ne peut se développer sans la recherche. Pourquoi nos pays actuellement, nos pays africains je veux dire, nous sommes en train de battre des ailes? C'est parce que nous n'accordons pas à la recherche la place qu'il faut. Dans d'autres pays, c'est tout ce qui se fait qui passe d'abord par la recherche. Donc, lorsqu'il y a un problème, c'est d'abord les chercheurs qu'on va voir. Les chercheurs trouvent des solutions et puis ces solutions-là sont après adaptées ou bien ces solutions sont pratiquées au niveau donc, du terrain. Donc, c'est ce qui nous manque. Une fois que nous n'abordons pas cette stratégie, une fois que nous ne mettons pas l'importance sur la recherche pour le développement, donc ce n'est pas le développement pour la recherche, c'est la recherche pour le développement. D'abord, tout doit passer par la recherche. Une fois que l'on fait ça et qu'on a confiance à ces chercheurs, tout marche. Des journées scientifiques sont donc organisées afin de permettre aux chercheurs, doctorants et jeunes étudiants d'identifier les actions futures pour mieux promouvoir la recherche scientifique et l'innovation au Bénin. Promouvoir la recherche scientifique et l'innovation, c'est d'abord former des chercheurs qui sont capables donc de chercher et de trouver. La première des choses, donc la formation des chercheurs. En plus de cela, il faut créer des laboratoires de pointe, des laboratoires qui traitent des problèmes de développement du pays, pas des laboratoires qui traitent des problèmes de développement d'autres pays. On ne peut pas dire que nous ne sommes pas formés. Il y a beaucoup de chercheurs. La preuve est qu'on trouve des choses qui sont exploitées à l'extérieur. Donc nous sommes bien formés. Si nous avons le matériel, si nous avons les ressources financières qu'il faut, et si nous avons le cadre qu'il faut, nous allons sortir des choses et ça va étonner le monde. La recherche scientifique et l'innovation, des composantes clés qui doivent contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable pour le Bénin et l'Afrique. L'eau conditionnée en sachet n'est pas toujours propre à la consommation. Les conditions de production laissent parfois à désirer et les études révèlent qu'une importante partie de ces eaux conditionnées contient des germes qui pourraient occasionner des maladies hydriques. Pour donc éviter ces cas de maladies, les acteurs de ce sous-secteur sensibilisent. Gloria Oné. Les statistiques au plan national indiquent qu'environ 35 à 40% des eaux en sachet qui circulent dans nos villes ne sont pas de bonne qualité. La plupart des structures privées de traitement de l'eau conditionnée ne disposent pas d'accessoires ni d'appareils requis pour une production répondant aux normes sanitaires en la matière. Les eaux conditionnées en sachet seraient l'une des sources des maladies hydriques liées au manque d'hygiène qui caractérise le processus et l'état du matériel de production. Laboratoire vraiment accrédité dans les normes qui se chargera de faire le contrôle de la qualité de l'eau mise à la disposition des populations. Il existe des tests de loi qui permettent à un producteur qui veut s'installer pour produire de l'eau, il a des tests auxquels il doit se conformer. On a remarqué que ces producteurs s'installent anarchiquement, d'autres font l'effort de se conformer
d'autres s'installent clandestinement et c'est le cas de la majorité. Les zones marécageuses, généralement insalubres, sont les endroits où ces usines artisanales de fabrication de l'eau conditionnée en sachet sont installées. Il est estimé qu'entre Cotonou, Porto-Novo et Abomey-Calavi, qu'on peut avoir jusqu'à 1000 producteurs. 1000 producteurs. Mais la majorité produit dans des conditions ou dans des lieux où ils ne souhaitent jamais qu'on ait assez. Et l'eau apparaît seulement de quelque part, vous le voyez en circulation. Pour réglementer le secteur, le ministère de la Santé a pris certaines dispositions qui peinent à être mises en application. Malheureusement, à la date d'aujourd'hui, le décret qui nous permet de leur donner une autorisation de faire le suivi n'est pas encore signé. C'est dans le circuit administratif. Dans la mise en œuvre de ces outils, nous avons remarqué qu'il y a des goulots d'étranglement, que nous avons décidé alors qu'il serait bon qu'on allège la tâche afin que celui qui veut prendre les dispositions pour de l'eau de bonne qualité puisse le faire et n'ait pas cette difficulté. Il apparaît alors que les conditions de production des eaux conditionnées en sachet sont décriées. Les acteurs du domaine y travaillent d'ailleurs en vue d'améliorer la qualité de l'eau destinée à la consommation. Fin de ce mini-journal. Merci de l'avoir suivi et gardez votre position pour la suite de Wikeko. Merci à vous, Estelle Espérance Europe. La suite de Wikeko, vous le savez, c'est la revue de presse économique de la semaine. Eh bien, les élections législatives sont passées et Wikeko renoue avec la revue de presse économique de la semaine. La réalisation de cette semaine est signée Patrick Adiagbodjo. L'économie béninoise est en bonne santé et le potentiel de croissance à moyen terme est très élevé. Bonne information que la presse nationale a largement relayée au cours de la semaine. Au regard des derniers indicateurs de performance, le Fonds monétaire international FMI prévoit un indice de croissance économique de 6,7% pour le Bénin en 2019. Pour preuve, dans sa parution du mardi 7 mai 2019, Fraternité titre « Perspectives économiques du Bénin », le FMI révèle une excellente performance et un fort potentiel de croissance. Bénin intelligent confirme l'information et affiche à la une de sa publication du 8 mai 2019 « Mission du FMI au Bénin, des avancées et perspectives économiques encourageantes ». La nation reste dans cette dynamique et écrit « Le potentiel de croissance du Bénin, jugé très élevé ». Le journal du service public va plus loin et nous informe qu'au thème d'une mission de 2 semaines, la délégation du FMI note que le Bénin était parti sur une croissance de 6,0% en 2018. En octobre, ce taux est passé à 6,5% et depuis, les voyants sont au vert avec des perspectives de croissance économique attendues à un taux de 6,7% pour 2019. Sur le sujet, de plus amples détails sont à lire dans les parutions de cette semaine. Parlons toujours d'économie, mais cette fois-ci des retombées de la participation du Bénin au Forum G20 sur le financement vertueux du développement. Selon le journal Le Matin, à l'invitation de son homologue français, le ministre béninois de l'économie a exposé devant une 60aine de ministres et gouverneurs de banques centrales et d'institutions financières internationales la stratégie du Bénin pour mieux gérer les dettes afin de financer le développement tout en évitant un endettement excessif. À cette conférence qui a eu lieu à Paris en début de semaine, le Bénin a gagné encore en confiance devant les partenaires techniques et financiers en vue d'assurer la bonne santé de son économie. Par ailleurs, la nation nous informe que la Banque mondiale sort son rapport du premier trimestre 2019 sur les récentes évolutions macroéconomiques de l'Afrique. Selon ce rapport,
la croissance du produit intérieur brut, PIB du Bénin, devrait être de 6,3% en 2019 et de 6,8% en 2020. Le journal note plus loin que le rapport indique que la croissance économique du Bénin est bonne, mais vulnérable aux chocs exogènes. Ceci grâce à l'évolution de la situation économique du Nigeria et aux prix mondiaux du coton et du pétrole dans le monde. Secteur de la transformation, l'industrie alimentaire enregistre une bonne performance. C'est La Nation qui nous en parle dans sa parution du 7 mai 2019. Des chiffres à l'appui, le journal nous apprend que le secteur alimentaire a connu en 2018 une nette progression, soit une croissance de 12,5%. Cette performance, selon le bulletin trimestriel de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, INSAE, est le reflet de la bonne tenue de l'activité de la production de sucre, de maïs et de la bière. Fin de cette revue de presse. À très bientôt pour d'autres informations sur l'économie béninoise. Merci à vous, Patrick Adjaboudjou, de nous avoir fait suivre cette revue assez fournie. Et à présent, nous allons parler de cette actualité qui a été d'ailleurs abondamment relayée par les journaux cette semaine. Il s'agit de décrypter la croissance économique du Bénin qui devrait passer à 6,7% en 2019. Ils sont là, les décrypteurs. Moïse Dosoumou, bonjour. Bonjour, Rocco. La pleine forme. Marcel Zoumenou, bonjour. Bonjour, Rocco. La pleine forme aussi. Ça va très bien. Oui, ça va. L'économie béninoise se porte également très bien. Selon les experts du Fonds monétaire international, son taux de croissance, selon les prévisions passées, devrait, selon les prévisions passées, de 6,5% en 2018 à 6,7% en 2019. C'est la mission du FMI qui le dit. N'est-ce pas une fierté pour le Bénin? Non, c'est trop dit que de parler de fierté quand on entend le FMI s'exprimer. En général, moi, je me méfie des chiffres. Et puisque le Bénin ne vit pas en autarcie, il faut bien composer avec ces institutions-là. Mais le Fonds monétaire international est quand même une structure assez responsable qui ne peut pas oser avancer des chiffres qui ne tiennent pas. Non, je ne conteste pas ces chiffres. D'accord. Mais je dis que je me méfie de ces chiffres. Le FMI est dans son rôle et dit que l'économie du Bénin se porte bien. Tant mieux. Oui. Mais je me dis que ce sont les Béninois qui sont ici, qui sont aux prises avec ce que font les décideurs, qui sont les mieux placés pour apprécier l'état de l'économie béninoise. Et quand on entend plus ou moins les complaintes, les appréciations des uns des autres, on ne dira pas que tout va très mal, mais nous sommes loin de l'embellie qu'on nous annonce là. Donc je me dis, ça sont raison gardée et faisons en sorte que les Béninois, qui sont les plus à même d'exprimer ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, comprennent plus en considération leurs considérations, leurs commentaires, que ce qui vient d'ailleurs. D'accord. J'ai bien envie de vous poser aussi la même question, hein, Marcel. N'est-ce pas un signe de fierté, surtout qu'on dit que le Bénin, grâce à ce taux de croissance, se place premier dans la zone UEMOA et quatrième économie la plus dynamique en Afrique? Vous soupirez. J'allais dire la même chose que Moïse avec des choses. D'abord, il faut... Moi, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Il faut qu'on se méfie un peu de tout ce qui est chiffres et tout ce qui est FMI. Moi, j'ai l'habitude de dire le FMI, c'est souvent dans les pays où il y a des problèmes qui sont les plus actifs. Je ne suis pas sûr que pourtant, la Chine... on ne peut pas remettre en cause la crédibilité. Je ne remets pas en cause. Je ne remets pas en cause. Je ne remets pas. Oui. Je donne l'exemple de la Chine qui est la première économie. Je ne suis pas sûr qu'ils attendent faussement le FMI ou si le FMI est obligé d'être là-bas et comme ils sont le président ici. Ceci dit, sur les chiffres, il faut s'en réjouir, mais s'en réjouir à moitié. Parce qu'au-delà du chiffre, il y a les réalités. Et moi, je voudrais dire
le taux de croissance, ce qu'on appelle taux de croissance, c'est le taux de croissance du PIB, du produit intérieur brut, qui est le taux d'évolution entre une année N-1 et une année N. Justement. Et donc, il faut nuancer à deux niveaux, parce que les petits pays peuvent avoir un grand taux de comme croissance. Le Bénin. Oui, comme le Bénin. Vous voyez, le Nigeria, qui est la première puissance économique de l'Afrique, a un taux de croissance de 1,9. Mais pourtant, elle continue d'être le premier pays de l'Afrique. Mais nous, on a 6,7 et nous crions de... oui, mais on est premier dans la zone UEMOA. Oui, il faut nuancer, parce qu'il ne faut pas isoler le taux de croissance. Le taux de croissance, pour analyser la bonne santé d'un pays, il faut l'intégrer dans un ensemble d'agrégats. Il y a le taux d'inflation, il y a beaucoup d'autres paramètres. Justement, pour faire la comparaison... Qu'on prend en compte pour dire, ah, maintenant ça va. Parce que la preuve, c'est que, comme l'a dit Moïse, nous avons un bon taux de croissance, on est premier dans la zone UEMOA. Mais allez regarder les Béninois, je ne suis pas sûr que les Béninois, pour autant, se réjouissent. Alors, dites-nous, quels sont les indicateurs ou les réalisations qui ont contribué à ce taux, à ce fort taux de 6,7% annoncé pour 2019? Je crois que la fois dernière, j'étais au lancement du rapport Africa Plus au siège de la Banque mondiale. Et quand nous avons posé la question, on nous a dit que c'est les réformes dans deux secteurs. Le premier secteur, c'est le coton. Aujourd'hui, on annonce une production nationale de près de 600 000 tonnes. Donc, on nous a parlé du coton et on nous a parlé du porc, avec les réformes actuelles. Est-ce que les indicateurs prévoient que l'on mesure la croissance économique d'un pays sur la base du panier de la ménagère? Non. Quand on dit que notre économie va bien et qu'on annonce même une hausse du taux de croissance, c'est que les Béninois espèrent justement que les conditions de vie s'améliorent. Ça, c'est un fait. Quand un État s'enrichit, comme ce qu'on est en train de nous faire croire là, nécessairement les nationaux doivent sentir cela. Mais quelque part, l'État peut arriver à purger ses dettes. Et lorsque vous essayez de payer vos dettes, vous devenez quelque part riche. Je ne dis pas non, mais je dis quand on met toutes ces considérations dans la balance, il faut qu'il y ait un impact du côté des ménages. Et il y a une école qui nous dit que pour que les populations puissent ressentir justement les effets possibles du taux de croissance, il faut que ça aille à 2 chiffres et que cela soit constant sur un certain nombre d'années. J'espère qu'on est en train d'aller sur cette voie-là. Et en même temps que nous annonçons de telles embellies, il faut aussi faire en sorte que les plus démunis se sentent justement intégrés à ce qui se fait. Le taux de croissance, à mon avis, ne suffira pas forcément pour qu'on nous dise que tout va pour le mieux dans notre pays. Il faut d'autres politiques en lien justement avec cette croissance-là pour que les plus importants, qui sont les plus démunis, puissent sentir que quelque chose bouge dans leur pays. D'accord. Moïse le disait déjà, les populations sont surprises et s'étonnent même d'apprendre que l'économie béninoise se porte bien, et très bien même. Alors, est-ce qu'elles ont tort de penser que parce qu'elles ne se sentent pas bien, parce qu'elles n'arrivent pas à avoir de l'argent pour leurs activités, il suffit de contredire ces résultats, ces chiffres qui ont été annoncés? Non, pas contredire les résultats, mais il faut travailler à ce que cette embellie économique soit ressentie dans les réalités quotidiennes des Béninois. Je crois qu'il y a un travail à faire pour convertir cela, pour redistribuer cette richesse. Parce que quand vous avez une richesse, quand vous avez un bon taux, ça veut dire que vous êtes en train de faire de la richesse. Bien sûr. Maintenant, il y a la deuxième étape, il faut redistribuer. Oui, comment se fait justement cette redistribution pour que toute la population puisse se sentir Non, je crois qu'il y a les secteurs dans lesquels le gouvernement peut injecter de l'argent, soit travailler pour subventionner. Il y a l'eau, l'électricité, l'éducation, le carburant. Mais il y a également les microfinances que l'État finance. Les microfinances, voilà des choses qu'il faut faire pour que au moins l'argent puisse redistribuer. Parce que si les gens crient pour autant, c'est qu'il y a un problème. Et la dernière fois à la Banque mondiale, moi j'ai essayé de poser la question pour comprendre. Et l'économiste a simplement dit, soit nous avons de la richesse, mais c'est concentré peut-être dans les mains d'une minorité. Donc il faut faire un travail pour rétribuer et voir le secteur dans lequel on peut injecter l'argent, on peut injecter des subventions pour toucher le grand nombre. Et je disais tout à l'heure que les secteurs sont connus. L'électricité, l'eau,
l'éducation, pourquoi ne pas... Ce sont des secteurs vitaux. Voilà, subventionner la santé, pourquoi ne pas subventionner des choses et mais il y a assez de projets là-dessus qui seront absorbés justement par... Oui, tout à fait. Jusque-là, on n'a pas d'éléments pour prouver, pour vérifier l'efficacité de ces projets sur le terrain. Ouais. Tout est au niveau des discours pour le moment. On n'a pas encore des éléments pour dire, bon, dans le secteur des microfinances, le gouvernement a mis tel montant, ça a impacté tel nombre de personnes, dans le secteur de la santé, voilà combien on a mis pour subventionner telle chose. Voilà. Donc, jusque-là, on est encore dans le discours et moi, je crois qu'il y a un travail à faire pour que les Béninois puissent mieux vivre. Il y a même un projet une agence qui a été récemment créée pour prendre en compte la distribution de l'eau. Tout ça sur le lot de l'opérationnalisation des réformes, bien des actions, des projets et tout ça. Oui. Mais il y a toujours un fossé entre les discours et la réalité. Il faut que les deux puissent se rejoindre à un moment donné. Et c'est ce que nous attendons. Alors, quelles peuvent être les implications de cette croissance économique du Bénin? Est-ce que cela va inciter les investisseurs à venir investir, à venir installer des unités de production, des entreprises au Bénin? Dans une certaine manière, la croissance peut appeler la croissance, dans une certaine manière. Et quand on voit autant d'indicateurs positifs sur papier, ça peut inciter les gens. Mais pour que les gens puissent venir, il faut également leurs études à eux par rapport aux affaires qui sont les leurs, avant de dire oui, ça me convient, ça ne me convient pas. Mais il faut le reconnaître, au niveau de la communauté internationale, ça crée forcément un effet positif. On peut voir que oui, c'est un pays qui commence peut-être à respirer, à décoller, et ça peut inciter. Mais pour que les gens puissent venir effectivement, entre l'incitation et les faits, il faut également une autre batterie de mesures qui puissent les accompagner, les décider à venir investir chez nous. Alors, dans un pays où on lutte vraiment contre la corruption et on parle également de croissance économique, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un boulevard aux investisseurs qui vient d'être grandement ouvert? Non, oui, le taux de croissance est forcément un indice qui attire. Mais comme l'a dit Moïse, il y a d'autres paramètres que l'investisseur regarde. Il n'y a pas que le taux de croissance. Il y a la sécurité, la stabilité politique du pays. C'est le plus grand indice que les gens regardent. Quelqu'un ne veut pas investir des milliards dans votre pays et du jour au lendemain, ça va partir dans les casses. Donc ça, c'est un indice. Le deuxième indice, il y a d'autres paramètres. C'est est-ce que vous avez de l'énergie en quantité, l'électricité? Bon, j'ai vu qu'il y a des coupures. Je suis venu ici. Il y a Maria Gleta qui est là. Oui, on espère que ça fonctionne et que ça produit de l'énergie. Il y a la connexion. Donc les gens regardent un ensemble de paramètres. Puis tout ça là entre dans le coût de production. Donc on ne regarde pas que le taux de croissance pour choses là. Mais il faut saluer cela, c'est un effort, ça va attirer des choses là. Mais il y a des efforts à faire dans d'autres secteurs. Parce que si nous avons un bon taux de croissance, et en même temps, nous avons un taux d'endettement qui s'élève ces dernières années-ci. Ça plombe un peu les efforts qui sont faits. Parce que ces dernières années, on a constaté que le taux d'enlèvement a commencé par se lever de l'autre côté. Et l'autre chose, je crois que si on parle de taux de croissance élevé et on a la pression fiscale qu'on a ces derniers temps-ci, on a la pression fiscale sur les citoyens, les gens ne vont pas ressentir ce taux de croissance que nous avons. C'est une manière de financer par soi-même ces projets de développement au lieu d'aller s'endetter. Oui, tout à fait, mais on fait les deux ici. On s'endette, on met la pression pour réaliser sur les de grands projets, pour gagner de l'argent, mais quand on gagne, il faut que ça ne reste pas quelque part ou bien dans les mains de 2 ou 3 personnes. Il faut qu'on puisse redistribuer pour que les mêmes personnes aient toujours les moyens pour payer les impôts l'année prochaine. Sinon, c'est inutile. Alors, il est à souhaiter que ce taux de croissance soit maintenu et même soit augmenté à 2 chiffres tels que vous le souhaitez. Mais est-ce qu'il n'y a pas des chocs extérieurs qui peuvent rendre vulnérable ce taux que l'on vante aujourd'hui et qui place le Bénin premier dans la zone UEMOA, premier dans la zone UEMOA et 4e en Afrique? On dit que gouverner, c'est prévoir. Un gouvernement a tous les moyens possibles pour anticiper ou bien pour faire face à ces chocs-là dès que ça se vient. On ne peut pas nous vanter que le Bénin va bien sur le taux de croissance et après venir justifier une contre-performance par des chocs extérieurs. Je pense que quand on a les malades d'un pays en main, ce ne serait pas pardonnable. On dispose d'une batterie de mesures, bien vraiment une panoplie de renseignements qui permettent d'anticiper. Même quand on n'anticipe pas que ça se vient, c'est qu'on a même les ressources
pour faire face, pour minimiser au maximum ces chocs-là. Donc, servir cet argument plus tard ne serait pas admissible. C'est eux qui savent ce qu'ils font du pays, c'est eux qui sont aux manettes. Donc, ils doivent prendre toutes les dispositions, toutes les garanties possibles pour nous éviter de subir ces chocs-là, si cela advenait plus tard. Merci à vous, Moïse Dossoumo. Je vais vous laisser 30 secondes pour votre mot de fin. Non, je vais me répéter peut-être, oui, je salue cet effort du gouvernement, mais il faut que le gouvernement fasse l'effort de la redistribution de la richesse. Tant qu'on est en train de faire de la richesse, il faut permettre aux plus faibles, les plus vulnérables, il faut injecter de l'argent dans des secteurs qui puissent les toucher directement et pour que la pauvreté, parce qu'il y a tout récemment, l'année dernière, un autre taux qui a dit que la pauvreté se lève. De ça, on n'a pas beaucoup parlé, mais on parle de choses là. Donc, du taux de la croissance. Donc voilà, je voudrais que ça soit redistribué pour que tout le monde puisse bien vivre dans le pays. D'accord, Moïse, vous avez aussi 30 secondes pour... Je dirais que ça, faire en sorte que la richesse nationale soit distribuée à tout le monde, surtout aux plus pauvres, aux plus démunis. C'est eux les plus importants, c'est eux les plus nombreux, et c'est eux qui souvent sont le noyau, bien le solide des révoltes. Donc, les indicateurs. Les frustrations liées à ces genres de situations soit calmé au maximum en amont pour qu'on n'ait pas à déplorer autre chose après. Comme il est dit, 2019, c'est l'année de beaucoup de réalisations, c'est l'année de mise en œuvre de grands projets, en tout cas tels que vous avez commencé à le souhaiter. On n'a pas intérêt justement à ce que ça aille mal, c'est notre pays à nous tous. Tout à fait. Merci à vous d'être passé dans cette émission et nous allons continuer avec la même thématique, mais cette fois pour recevoir un économiste. Je ne sais pas s'il partage les mêmes avis que mes décrypteurs. Il est là, il vous a suivi, il viendra également donner son avis, sa lecture des faits sur la croissance économique du Bénin, quels sont ses indicateurs, à quand justement la rétribution de cette croissance économique sur le Béninois lambda. Eh bien, nous allons aborder toutes ces questions avec lui, ce sera dans le dossier de la semaine, juste après ceci. Et comme je vous le disais, nous continuons avec la croissance économique du Bénin. Avant de recevoir notre invité dont je vous parlais tout à l'heure, je vais vous inviter à suivre cette interview réalisée au chef de la délégation du Fonds monétaire international qui a révélé que la croissance économique du Bénin se porte très bien et pourrait atteindre 6,7% en 2019. En ce qui concerne la mission de revue, nous avons donc regardé un peu l'avancement du programme et je tiens à dire que la performance du programme est très satisfaisante. Tous les indicateurs de performance à la fin du mois de décembre 2018 ont été vérifiés et plus que cela, on a eu une très bonne surprise au niveau du déficit public. Grâce à une gestion très prudente des finances publiques, le déficit a terminé à 4% du PIB en 2018, alors qu'on s'attendait à un déficit beaucoup plus élevé de 4,7%. Tout cela, cette bonne performance au niveau du déficit, est en partie liée à une très bonne mobilisation des recettes du gouvernement. Les revenus et les recettes intérieures ont été particulièrement fortes et on continue de voir au premier trimestre 2019 une bonne situation au niveau des revenus. C'est en partie lié aux efforts du gouvernement de lutte contre la fraude fiscale. Un autre aspect de notre mission, c'est la révision de nos perspectives économiques. Et nous avons donc regardé de nouveau les problèmes de croissance et nous avons révisé à la hausse la croissance économique du Bénin pour 2018 et 2019. Pour 2018, la croissance que nous observons et pour 2019, la croissance que nous prévoyons est de 6,7%. Voilà, nous venons de suivre le chef de la délégation de la mission du Fonds monétaire international sur ses précisions par rapport à cette croissance économique. Notre invité, il est déjà sur ce plateau, Barthélémy Senou. Bonjour. Bonjour, cher journaliste. Vous êtes économiste et enseignant à l'École nationale d'économie appliquée de management ENEAM. Absolument. Voilà. Patrick Kadiagouedjou, bonjour. Bonjour, Roch Akoinou. On parle croissance économique du Bénin qui s'établit à 6,7% en 2019. Tout à fait. Bonjour à vous aussi, chers téléspectateurs de BB24. Le présent numéro de votre rubrique Dossier de la semaine parle de l'économie béninoise et de ses performances. Des performances économiques très réluisantes avec des conclusions du FMI qui donnent du baume au cœur à tous les acteurs du tissu économique.
Pour avoir lu les conclusions de la délégation du FMI ou entendu ces conclusions, quels sont vos sentiments en tant qu'économiste? Merci beaucoup, chers amis, chers journalistes. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt cette présentation qui a été faite par les institutions internationales sur la croissance économique au Bénin. Et comme tous les Béninois, ça nous a quelque peu réjouis, mais il est important qu'on mette l'accent sur un certain nombre de points. D'accord. Je voudrais dire que les chiffres qui ont été avancés ne sont pas des chiffres qui surprennent. Ça, nous, en tant qu'économistes, ça ne nous surprend pas lorsqu'on suit la situation, l'évolution de la situation économique sur les dernières années. Ce n'est pas des chiffres qui surprennent. Alors, je veux déjà vous poser une question toute banale. C'est quoi la croissance économique? Merci beaucoup. Nous sommes sur un plateau de télévision et je pense qu'il est important d'expliquer les choses de façon terre à terre pour que justement, pour qu'on comprenne. Les téléspectateurs puissent mieux nous comprendre. En réalité, la croissance économique, c'est tout simplement une augmentation, un accroissement que l'on constate au niveau donc de l'activité économique, au niveau de la richesse qui est créée au sein d'une nation d'une année à une autre. Oui. C'est tout ce qu'on peut, de façon très banale, c'est comme ça qu'on peut définir la croissance économique. Donc c'est l'augmentation soutenue donc de l'activité économique, de la richesse créée d'une année à une autre. Et le taux de croissance que la délégation du FMI prévoit pour le Bénin sur les 4 prochaines années, 2019-2022, est à 6,7%. Et ce taux de croissance classe aujourd'hui le Bénin à la tête, en tête des pays de l'UEMOA en matière de rythme de création de richesse. Je voudrais demander sur quelle base ce taux de croissance est établi. Merci beaucoup. Le Bénin est classé en tête dans les pays de l'UEMOA en matière de création de la richesse. Ça ne nous étonne pas, nous, économistes. Ça ne nous étonne pas dans la mesure où le rythme de création de la richesse qui est observé au niveau d'une économie, il faut distinguer cela du potentiel de richesse que le pays peut créer au cours d'une période. Alors, il arrive qu'un pays ait des potentiels énormes en matière de création de richesses, mais qu'il n'arrive pas toujours à atteindre compte tenu d'un certain nombre de facteurs que nous allons aborder dans ce débat, si vous le voulez, très bien. Fait, oui. Et cela fait que, quand vous prenez deux pays d'une région, un pays peut avoir un taux de croissance plus élevé que celui d'un autre pays, mais tout en étant pratiquement proche de son potentiel de croissance. En fait, nous raisonnons en termes de frontières. Est-ce que le pays a pu atteindre ou a pu se rapprocher correctement du niveau réel de richesse qu'il pourrait créer au cours de la période? Si le pays est encore loin de ce niveau réel compte tenu d'un certain nombre de facteurs liés à son environnement, on peut dire que le pays est encore loin de son potentiel. Et justement, oui. Et quand on prend le cas du Bénin, quels sont les indicateurs? Exactement. Le cas du Bénin, ce qui s'est passé, c'est très facile à comprendre. Hein. Lorsqu'on regarde la structure de l'économie béninoise, nous avons une économie qui est tirée en très grande partie par le secteur agricole, une économie qui est en très grande partie tirée par le secteur portuaire que l'on qualifie généralement de poumon de l'économie béninoise. Mais lorsque vous regardez fondamentalement ces deux secteurs, vous allez vous rendre compte que par le passé, il a toujours été montré que la façon dont les activités se déroulent dans ces deux secteurs n'est pas de manière à permettre à ces secteurs de pouvoir générer les ressources, le niveau de ressources optimal
qu'on aurait pu générer à partir de ces secteurs. Alors, il va de soi donc que dans ces conditions, lorsqu'on met en place un certain nombre de réformes pour améliorer les activités, le déroulement des activités dans ces différents secteurs, que ces secteurs vont produire beaucoup plus de richesses que par le passé. Et cela va amener nécessairement donc à exploiter le potentiel de croissance qui était jusqu'alors inexploité dans ces différents domaines. Vous parliez tout à l'heure de réformes. Je voudrais vous demander quelles sont les réformes économiques sur lesquelles le Bénin doit s'attarder désormais pour que ce taux de croissance de 6,7% attendu pour 2019 soit une réalité. Merci beaucoup. Vous savez, nous sommes comme dans une compétition. Il ne s'agit pas de faire un bon résultat, mais il faut maintenir le cap. Et justement, sur ce plan, lorsqu'on prend le cas de l'économie béninoise, d'abord, il faut comprendre que les éléments qui tirent la croissance économique sont des éléments qui sont très bien identifiés. Et lorsque nous réalisons une performance au cours d'une année, et que nous relâchons au niveau de ces différents éléments, c'est évident que les années qui vont suivre, les performances économiques vont baisser. Maintenant, lorsque vous prenez par exemple le secteur de l'énergie électrique, vous savez que c'est un secteur sans lequel aucune activité économique ne peut se dérouler. Tout à fait. Or, lorsque vous regardez les réformes qui sont mises en place, depuis un certain nombre d'années, les efforts qui sont faits au niveau du pays, vous allez remarquer qu'il y a un grand pas qui est fait au niveau donc de la disponibilité de l'énergie électrique. Aucune entreprise ne peut exercer ses activités sans énergie électrique. Or, vous savez, aujourd'hui, avec les investissements énormes qui ont été réalisés dans le secteur énergétique, nous avons beaucoup plus l'assurance que l'énergie électrique peut être disponible à moyen et à long terme au niveau du pays. Ce qui va nécessairement constituer du sang pour l'exercice des activités économiques et donc favoriser la création de la richesse. C'est vrai qu'on parle de la production de la richesse, de la croissance économique, mais les indicateurs sont des indicateurs macroéconomiques. Aujourd'hui, le Béninois lambda se surprend d'apprendre justement qu'il y a croissance économique dans son pays alors qu'il n'arrive pas à se garantir justement les 3 repas par jour. Absolument, absolument. Et tous les Béninois pratiquement, y compris vous, y compris nous aussi. Oui. Vous savez, le principe est tout simple. Le fruit de la croissance, le Béninois, ou du moins le consommateur, il veut ressentir le fruit de la croissance économique au niveau de son bien-être. Oui. Or, le bien-être du consommateur, le bien-être du Béninois ou d'un citoyen de façon générale, c'est quoi en fait? Il y a une confusion qu'il ne faut pas faire. Le bien-être ne peut pas être ramené au niveau de dépenses que l'individu effectue par jour. Le bien-être ne peut pas être ramené à la quantité de richesse dont dispose l'individu. Mais le bien-être va se mesurer à partir de la capacité de l'individu à satisfaire ses besoins vitaux, ses besoins fondamentaux. Et justement, dans ce cadre, vous voyez, pour apprécier l'effet de la croissance sur le bien-être, on raisonne généralement en termes d'indice de développement humain. Oui. Et quand vous prenez cet indice de développement humain, c'est un indice composite qui prend en compte. C'est vrai que le premier facteur que ça prend en compte, c'est le produit intérieur brut par tête. Oui, c'est le tout premier, qui n'est que l'aspect quantitatif du développement. Mais à côté de cela, vous avez 2 autres grands indicateurs. Vous avez l'éducation, vous avez la santé. Alors, à quoi sert-il pour un individu d'avoir de l'argent sur lui et de ne pas être en mesure d'accéder à un centre de santé pour se prendre en charge lorsqu'il est malade? À quoi sert-il à un individu d'avoir de l'argent sur lui et de ne pas pouvoir inscrire ses enfants dans les écoles et leur faire bénéficier d'une éducation de
qualité. Lorsqu'on va donc sur ces différents terrains, vous voyez que le bien-être ne va pas se mesurer rien que par la richesse dont dispose l'individu, mais sa capacité à pouvoir satisfaire mais est-ce que les conditions dont vous parlez aujourd'hui sont réunies? Alors, ça me permet, votre question m'amène à dérouler en quelque sorte le processus par lequel la croissance impacte la vie quotidienne des Allez-y. Oui. Il faut d'abord, lorsque la richesse a été créée, peut-être qu'il faut que je précise que avant même la création de la richesse, il y a la mise en œuvre des politiques, des réformes qui permettent donc de créer la richesse. Une fois que la richesse est créée maintenant, il faut en assurer une redistribution. Mais la redistribution ne voudra pas dire qu'il faut que la richesse qui est créée tombe directement dans la poche des individus. La redistribution voudra dire simplement qu'il faut utiliser le fruit de cette croissance pour mettre en place ce qu'on appelle les infrastructures que les populations peuvent utiliser, notamment la construction des centres de santé, la construction des écoles, la construction des routes. Vous savez, lorsque vous menez une activité agricole par exemple, et que vous n'avez pas une route qui accède à votre lieu de production, vous ne pouvez pas. Ça constitue un véritable handicap. Voilà. Donc, il y a tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Alors, faut-il, en redistribuant, privilégier que le surplus de revenus créés par la croissance tombe directement dans la poche des individus, ou bien que cela aille directement donc dans les services sociaux dont les individus peuvent bénéficier. C'est là toute la problématique. On vous aura compris. Et pour en venir aux conclusions de la délégation du FMI au Bénin, je voudrais vous poser cette question. Mais avant, fait part de ceci. Grâce à une gestion très prudente des finances publiques, soutient le chef de mission du FMI, le déficit public est terminé à 4% du PIB. En 2018, alors qu'on s'attendait à un déficit de plus élevé de 4,7%. Est-ce que le chef de mission parle de la dette intérieure ou de la capacité de l'État à mobiliser des ressources financières pour couvrir ses charges? Merci beaucoup. D'abord, la notion de déficit public qui est à distinguer de la notion de déficit budgétaire. Il faut vraiment faire la part des choses. Qu'est-ce que le téléspectateur doit comprendre par déficit public? Le déficit, lorsqu'on parle de... D'abord, les deux notions sont liées. Je vais peut-être commencer par le déficit budgétaire et atterrir au déficit public. Lorsque vous prenez le déficit budgétaire, c'est quoi? En fait, il peut arriver, et c'est souvent le cas d'ailleurs, que les dépenses que l'État se propose d'engager dans le cadre du budget soient supérieures aux recettes que le pays peut mobiliser en son sein. En ce moment, on dit qu'il y a un déficit budgétaire. Et donc, il va falloir combler donc, les recettes que le pays peut mobiliser à partir de la dette. Maintenant, cette définition ne prend pas en compte les administrations territoriales, notamment les mairies, les communes aussi, qui sont quand même des démembrements de l'État. Et lorsqu'on prend en compte la différence entre les ressources mobilisées et les dépenses effectuées par ces différentes administrations territoriales aussi, c'est en ce moment qu'on parle de déficit public. Donc, il est important de pouvoir faire cette distinction. Deuxièmement, pourquoi le déficit, et le chef de mission a annoncé que le déficit public a baissé. Ce qui, au regard de l'évolution de la situation économique, ne devrait pas surprendre aussi. Vous savez qu'aujourd'hui, il sera plus difficile, il est de plus en plus difficile pour un contribuable de pouvoir échapper au paiement de l'impôt. Ça, c'est un constat général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Bénin avait un potentiel fiscal énorme qu'il n'arrive pas à exploiter, à mobiliser. En 2000, je crois que c'était en 2016, je publiais un article où je montrais que le potentiel fiscal du Bénin est tellement énorme que le Bénin n'arrivait pas du tout à l'exploiter, à mobiliser donc ses ressources. Et aujourd'hui, grâce au quitus fiscal, grâce non seulement au quitus fiscal, mais à toutes les réformes, toute la batterie mise en place pour chasser l'argent qui doit revenir à l'État là où il se trouve. On poursuit l'argent de l'État, l'argent qui doit revenir à l'État est poursuivi
jusqu'à l'endroit où cet argent se cache et on le sort. Alors, donc, il va de soi que le déficit se réduise. Alors, nous tendons déjà vers la fin de cet entretien tellement intéressant. Dites-nous quelles peuvent être aujourd'hui les implications de cette croissance économique du Bénin, comme je le disais tout à l'heure avec mes invités du plateau qui vous a précédé. Est-ce que cela va induire des investissements au Bénin? Merci beaucoup. Et ce qui va beaucoup induire les investissements au Bénin, c'est au-delà de la croissance, l'amélioration du climat des affaires. Parce que lorsque le climat des affaires n'est pas favorable, vous ne verrez aucun investisseur pointer à votre porte. Donc c'est beaucoup plus l'amélioration du climat des affaires. Ouais. Et je crois que selon les dernières publications, je crois que j'étais passé sur l'une de vos chaînes, l'ORTB je crois, où je montrais Nous sommes toujours à l'ORTB ici. Voilà, je voulais parler de la chaîne, la chaîne mère, je voulais parler de la chaîne mère, où je montrais quand même que selon les rapports du Doing Business, le climat des affaires s'est considérablement amélioré au Bénin. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le Bénin est troisième dans le top 20 des pays où l'environnement des affaires est nettement favorable. C'est ça. Alors, c'est un effort très important. Ouais. Alors, ça veut dire quoi? Il y a l'amélioration du climat des affaires il va falloir continuer à maintenir le cap. Maintenant, le fruit de la croissance, il faut que ça impacte nécessairement le Béninois lambda. Mais comment? Les ressources qui sont générées par cette croissance, l'accroissement donc du niveau de la production qui a produit cette croissance économique, l'État doit maintenant veiller à ce que la redistribution soit effective. Parce que si la redistribution n'est pas effective, nous aurons tendance à avoir une croissance pro-pauvre. Tout à fait. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire quoi? Il va falloir nécessairement que la croissance puisse permettre à l'État d'investir dans les secteurs où on retrouve le plus grand nombre de pauvres, afin de pouvoir permettre à ces pauvres-là de pouvoir bénéficier du fruit de la croissance. Merci à vous, Barthélémy Senou. C'est moi qui vous remercie. L'émission, le temps imparti à cette émission est terminé. Merci. Je rappelle que vous êtes économiste et que vous êtes enseignant à l'ENEAM. Merci à vous, Patrick. Adjagoudjou, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Oui, que quand vous revient dimanche prochain à partir de 11h. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir.